Huawei est une menace pour la sécurité nationale au Canada. Comme je dis, ils savent jouer la game. Il y a énormément de liens entre le milieu politique d'ex-politiciens et l'entreprise chinoise Huawei. Huawei m'ont reçu avec un accueil royal. C'était le champagne, des grands vins, des bons plats. If you think about spying, what kind of companies would be most useful? Would it be a gold mine, or would it be an IT company with networks all over the world? I would say it's the IT company. Est-ce que Huawei peut dire non au gouvernement chinois? C'est impossible. Ce qui est le plus important pour Huawei, c'est de faire de l'argent. I understand how Huawei works. They always have three phases: feed, trap, kill. Canada lost their telecom industry. It was stolen by China. I'm sorry. Tout est rendu sur nos cellulaires. Notre vie privée, nos jobs, nos finances. Si quelqu'un espionne le réseau cellulaire, c'est toute notre société qui est à risque. Il y a de plus en plus d'experts qui s'inquiètent de l'entreprise chinoise Huawei. Selon eux, si les équipements de Huawei sont installés dans le prochain réseau de téléphonie mobile, la fameuse 5G, la Chine pourrait s'en servir pour espionner nos télécommunications. Huawei assure que ces équipements sont sécuritaires et qu'elle est indépendante du gouvernement chinois. Mais les sources que j'ai rencontrées m'ont plutôt parlé d'une entreprise au passé trouble qui suscite l'inquiétude des agences de renseignement depuis plus d'une décennie. Pour comprendre l'histoire de Huawei, il faut remonter à sa fondation il y a plus de 30 ans. Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, a créé la compagnie Huawei en 1987. Officiellement, c'est une entreprise privée. Puis, il faut dire, c'est ça, que Ren Zhengfei, c'est un ancien militaire. Et c'est pas quelqu'un qui a été très haut gradé dans l'armée chinoise, mais quand même, il y avait de bons contacts. Huawei, c'est du end-to-end qu'ils ont de tout. Et ça, ce que ça inclut, c'est les téléphones cellulaires, les composantes qui vont chez les clients, comme des câbles modem, l'équipement DSL. Huawei vendent de ça. Et aussi tout ce qui va dans le réseau pour alimenter ça. Donc, des équipements d'accès qu'on appelle, que ça peut être de l'accès en mobilité, en sans fil, ou de l'accès filaire. En termes de qui utilise les équipements de Huawei au Canada, il y a les opérateurs de télécom, les Bell, TELUS, Rogers, etc. Et ensuite, il y a des entreprises. Huawei et les opérateurs ils ont une entente de non-divulgation. Donc, je ne peux pas rentrer dans les spécifiques de qui a acheté quoi de Huawei au cours des années au Canada, mais je peux généraliser et dire qu'au cours de toutes ces années-là, à peu près tout ce qui va dans un réseau de télécommunications a été vendu au Canada. Le secteur des télécommunications, c'est un secteur clé pour la Chine. Et donc, le gouvernement chinois voulait que ça soit une réussite parce qu'il craignait de dépendre de la technologie étrangère, puis il savait que ça pouvait être utilisé à des fins d'espionnage. Donc, il voulait créer un champion. Mais je pense que sur le plan technologique, ils comprenaient qu'il y avait un immense retard. Et là, ils ont mis en place une politique déterminée d'acquérir de la technologie étrangère par tous les moyens possibles, légaux et illégaux. Les entreprises chinoises vont aller bénéficier directement de la collecte d'informations qui est réussie par les services de renseignement offensifs de la Chine communiste.
pour une petite entreprise et voire même une très grande entreprise, se faire voler sa propriété intellectuelle peut avoir des conséquences très graves. Un secret industriel, ça peut être aussi simple que la recette d'un gâteau et aussi complexe que le design d'une puce électronique. Une entreprise qui se fait voler un secret industriel par un pays étranger risque de voir des compétiteurs copier ses produits puis les vendre à une fraction du prix. L'espionnage industriel met donc à risque les revenus des entreprises, mais aussi nos emplois et l'économie au grand complet. On pourrait projeter aujourd'hui que le Canada risque de perdre en moyenne 100 à 120 milliards de dollars par année à cause de l'espionnage industriel. Et ça, c'est directement un effet sur l'économie canadienne, notre compétitivité à l'international et des emplois que l'on perd directement ici. Huawei, avec le temps, c'est devenu un fleuron de l'économie chinoise. C'est devenu une très grande compagnie, très prospère, qui fait un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards de dollars par année. I would say that Huawei is for China what Apple is for the US, but more so. It's considered to be their big international success story. Moi, je pensais que les équipements Huawei n'étaient pas encore au Canada, que ça serait seulement pour le futur de la téléphonie mobile, la 5G, mais sont déjà partout au pays, puis il y en a à côté de chez moi. Il y en a une où je prends le métro, il y en a une où je vais au parc avec mes enfants, puis c'est pas juste à Montréal, là, c'est partout. Partout au Québec, dans toutes les régions habitées, je vois des antennes Huawei. Partout, partout, partout. C'est fou. En 2009, à l'époque du gouvernement Harper, Huawei est sélectionné par TELUS et Bell Canada pour implanter une partie de sa technologie dans notre réseau de télécommunications canadiennes. Ils reçoivent l'aval du gouvernement de M. Harper sans aucun problème. Et ça a été à l'encontre des avertissements des services de renseignement canadiens. C'est une démonstration, c'est un exemple jusqu'à quel point on a fait fi des avertissements en provenance de nos services de renseignement, de nos services de sécurité. Aujourd'hui, Huawei et son équipement se retrouvent de manière très importante dans les services de télécommunications canadiens, que ce soit avec TELUS, que ce soit avec Bell Canada, etc. La nature du gouvernement chinois, c'est sa pérennité. Les services de renseignement chinois n'ont aucune difficulté à travailler, non pas en termes d'années, mais en termes de générations. Ils peuvent avoir cette patience de placer des technologies qui sont en place, mais qui vont être activées que beaucoup plus tard. Très rapidement, la Chine, stratégiquement, a compris le jeu et le rôle que l'informatique allait jouer, que la télécommunication allait jouer, d'où l'idée et l'importance d'une organisation comme Huawei de pouvoir, sur le plan commercial, s'installer, mais qui devient un peu le cheval de Troie pour les services militaires et les services de renseignement chinois. Et c'est ça qui effraie les spécialistes en matière de renseignement et de sécurité. L'État chinois a un programme mondial très sophistiqué d'acquisition d'informations, de renseignements et de données. On peut trouver des renseignements stratégiques concernant les militaires, concernant nos relations diplomatiques. On peut même découvrir des informations touchant nos alliés. C'est vraiment inquiétant. Huawei is, like all other Chinese companies and like all other Chinese citizens, is subject to the National Intelligence Law of China, which was brought in 2017. La loi chinoise est très claire. L'État chinois peut donner des instructions aux compagnies chinoises et ils doivent exécuter. Alors, la préoccupation principale du Canada et des autres pays occidentaux, c'est que Huawei va se servir de leur capacité technologique pour acquérir des données dont ils n'ont pas droit. No, that's absurd.
all of our sales of equipment in Canada happen through our Canadian subsidiary, and everyone who works for Huawei Canada, from our president Eric to me to the engineer in the field, has to follow the laws of Canada and the laws of Canada alone. With respect to the Chinese national security law, our CEO Ren Zhenghui has himself said that were he to receive an inappropriate request, he would refuse to comply with it. Mes sources du milieu de la sécurité sont vraiment fâchées. Ils me disent que ça fait des années que le gouvernement est au courant des risques entourant Huawei, mais qu'il n'y a rien qui change. Le problème, c'est qu'ils veulent pas me parler à la caméra. Mais là, j'ai trouvé un gars, lui a connu Huawei dans les années 2000. C'est un expert en cybersécurité, mais ça va être une entrevue anonyme parce qu'il a peur des représailles de la Chine. J'ai entendu parler de l'entreprise Huawei pour la première fois à travers une de ses filiales, en fait. Au début des années 2000, on m'a chargé d'évaluer l'offre de solutions d'une entreprise qui se nomme FutureWay, qui était finalement le visage caché de Huawei pour s'immiscer dans les marchés nord-américains. J'ai été déplacé, dépêché, si vous voulez, à un endroit où il y avait un symposium où FutureWay était exposant. Et sur place, on voyait le logo FutureWay, mais on voyait aussi des logos Huawei sur les équipements un peu partout. C'était pas très caché, là, le fait que c'était en réalité des équipements Huawei. C'est un accueil royal. Donc, non seulement j'avais à ma disposition une grosse équipe pour répondre à mes questions et me soutenir, on m'a même fourni un groupe de mannequins qui étaient là pour mon divertissement. C'était le champagne, des grands vins, des bons plats. Et puis, on m'a présenté les gammes de produits. J'ai rapidement remarqué qu'il y avait des produits qui étaient des concurrents, on pourrait dire, hautement dérivés. On parle de prendre le produit dans ses mains, puis de l'ouvrir, puis de voir que c'était essentiellement une réplique. Certains de ces produits-là étaient d'une ressemblance fascinante avec des châssis de télécommunications optiques pour les réseaux de fibre optique de la marque Nortel. A company that has thrived for over a century because it has been quick to identify new opportunities and make new markets. Nortel, c'était le fleuron technologique, non seulement du Canada, mais je pense du monde en matière de technologie, de transmission de la voix, des données, que ce soit dans les réseaux qui sont devenus nos réseaux Internet. On connaît les réseaux d'entreprise, mais aussi les réseaux de transport pour les télécommunications comme celle de Bell, de Vidéotron, etc. Nortel était le joyau de la couronne pour le domaine de l'informatique. En télécommunication, nous étions les numéros 1 probablement de la planète. C'était vraiment quelque chose à protéger. Les technologies que Nortel avait développées à l'époque, que ce soit en matière de voix sur IP, en matière de communication à grande échelle pour les réseaux de télécommunications, en matière de transport aérien des signaux, c'est des technologies qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Et très rapidement, on a vu plusieurs pays, mais particulièrement la Chine, commencer à graviter autour de Nortel pour pouvoir tenter de voler et d'acquérir sa propriété intellectuelle. Lors de ma deuxième affectation à Pékin, j'étais là de 95 à 99. À ce moment-là, j'étais le numéro 2 de l'ambassade. On avait des contacts avec les compagnies canadiennes qui étaient établies sur place, qui nous rapportaient des problèmes. Puis Nortel avait rapporté des problèmes qu'il y avait des compétiteurs chinois qui arrivaient de nulle part, qui construisaient en face de leur usine. Puis c'est dans ce contexte-là que Huawei a été porté à notre attention. Huawei a acheté beaucoup d'équipements de Nortel et donc les choses allaient bien. Mais à un moment donné, Nortel s'est aperçu que Huawei est en train de devenir un compétiteur.
Nortel, en 99, c'était comme Google aujourd'hui. Il y avait presque 100 000 employés dans le monde, des jobs payantes. Sauf qu'il y a eu un scandale de comptabilité, puis l'entreprise s'est effondrée. Il y avait des milliers de Québécois qui avaient des actions de Nortel et eux autres qui ont perdu des millions de dollars. Mais en 2012, il y a un ex-employé de Nortel qui s'appelle Brian Shields. Et lui, il a affirmé au Wall Street Journal que le problème de Nortel, c'était pas juste la mauvaise gestion. Lui il affirme que l'entreprise a été la cible d'une énorme campagne d'espionnage. J'ai retracé Brian sur LinkedIn. Lui, ce qu'il me dit, c'est que l'histoire complète est jamais sortie, même encore aujourd'hui. Puis là, on s'apprête à y parler. Hey, Brian. How are you? Oh, thank you. To your knowledge, was there any unusual events that Nortel was a target of corporate espionage? We had a couple of things that happened. Number one, we had in the early 2000s, we had an investigative case where we were told about equipment that had been returned to a repair and return facility. And when they looked at it, they said it became immediately clear that the equipment had been totally disassembled. And that raised a huge red flag. Why would somebody totally take the equipment apart and then return it? And the only reason you would do that is to reverse engineer something. It's not because you're trying to use our equipment to actually, to provide a service. So we ended up opening an investigation, and we were able to determine that it was a front company that had bought the equipment, and it was bought on behalf for the benefit of Huawei. Lorsque j'ai posé des questions aux gens de Huawei sur l'origine, la provenance des technologies ou pourquoi il y avait des similitudes choquantes, on n'a pas voulu me répondre directement. Ils ont même, à certains moments, répondu des choses comme « Ah ben, cette technologie-là, c'est la nôtre, c'est nous qui l'avons inventée. Non, si les autres disent que c'est eux, ben, ils mentent, finalement. » Donc, je faisais des affirmations qui étaient quand même assez grandioses sur leur technologie. Le SCRS a tenté d'aviser Nortel qu'ils étaient la cible très tôt, même qu'on a commencé à les aviser, pas nécessairement par Huawei, mais simplement la cible d'espionnage par diverses entités, y compris la Chine. Et j'étais de ceux qui ont tenté de les aviser à ce moment-là. Et on nous a reviré du revers de la main, ne prenant pas nécessairement au sérieux. Le gouvernement canadien était préoccupé du vol de technologie, puis aussi du non-respect des règles. Et puis, bien sûr, tous les pays occidentaux rêvaient, c'était le rêve de vendre une paire de lacets à 1 milliard de Chinois. Là, vous êtes soudainement très riche. C'est que tout le monde avait cette ambition-là, cet espoir-là de faire beaucoup d'argent avec ce pays-là. Et il y a certaines compagnies qui ont fait le pari de dire, ben, on accepte qu'on va perdre un peu de technologie, mais on fait le pari qu'on va toujours être suffisamment en avance, qu'ils vont toujours avoir besoin de nous. Du point de vue électronique, les produits étaient de qualité égale ou même, dans certains cas, supérieure. Et les prix étaient largement inférieurs, de 30 à 60 moindre. C'était le début d'une menace très importante, absolument. In 2004, I believe it was around the May timeframe, because we had an employee in the UK who had his documents were on a LiveLink server. That LiveLink server was based in Ottawa, and he saw that an executive, Brian McFadden, had downloaded a bunch of his documents. So he sent him an email. Do you have any questions? I'm here. Let me know. I'm glad to help you. And the executive responded back, I don't know what you're talking about. And it ended up being a very large hack. So what I discovered is what we had somebody that was logging in to our remote access, and they were based in China. We determined that they were using 7 accounts that were being abused, and that included the CEO at the time, which was Frank Dunn. 4 days before he was let go because of the cooking of the books, downloaded almost 800 documents. And this really stood out like a sore thumb. I'm like, this is so out of character for what they were doing. And what it made me think to myself was, they knew that he was going to be let go. They knew before the world knew that our CEO was about to be fired.
And the thing is, if you look at what was being stolen, you know, like optical networking, photons, all this stuff, you get into all this stuff, and who's going to steal that kind of stuff? If you're stealing this, the only one that could use this kind of information that's being stolen from Nortel is a competitor. So if you got the Chinese government, the stuff's going over to China. China has said that they want to grow their telecom industry, and coincidentally, Huawei is underbidding us by astronomical numbers, probably because they're being subsidized by the Chinese government, for goodness sake. You can't compete against that. You have no chance. Pendant combien de temps est-ce que tu as travaillé chez Nortel et qu'est-ce que tu faisais exactement chez Nortel? J'ai travaillé plus que 15 ans chez Nortel. J'étais directeur général d'une des divisions de Nortel qui s'occupait, entre autres, de l'Amérique latine et les Caraïbes. Le grand compétiteur, c'était Huawei qui s'en venait et qui s'en venait très vite. Pour donner une idée, les prix que Huawei vendait les équipements, c'était plus bas que les coûts à Nortel à faire la fabrication. Et donc, ça devenait impossible pour une société comme Nortel de continuer. I couldn't say that I ever proved that Huawei was stealing any of our documents, or that I had heard plenty of rumors of equipment that looked like ours, you know, manuals that looked like ours, and that kind of stuff. I don't have any of that proof. What I do believe and know is that the Chinese government was behind this. We basically got no help over the ensuing, you know, up until we had the bankruptcy. We did have CSIS reach out to us in January of 2009, just a week before the filing for the bankruptcy, asking us, we'd like to help you. Like, really? Nortel, bien connu, Nortel Networks, qui a déjà été un des fleurons de l'industrie des télécoms au Québec comme au Canada, se place maintenant à l'abri des créanciers. Selon les informations dont vous disposez, est-ce que la Chine est derrière le piratage de Nortel? C'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai quand même des informations que j'ai acquises pendant que je travaillais qui sont classifiées. Alors, tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est généralement reconnu dans le public que la Chine était effectivement notre interlocuteur principal dans le contexte de Nortel. Mais je ne voudrais pas dire que dans le contexte de mon travail, je savais X, Y, Z. Donc, vous pouvez tout simplement pas répondre à cette question-là. Est-ce que Huawei a bénéficié technologiquement du piratage de Nortel? Je pense que oui, mais je ne peux pas dire concrètement oui, pour des raisons que vous connaissez. Est-ce que Huawei a copié des produits de Nortel? No. Look, Nortel's collapse happened 15 or 20 years ago, right? If there was either a Huawei role in that collapse or if there was IP theft that had occurred, you would think that in this 15 or 20 years since then, there would have been a lawsuit filed. You would think that there would have been charges laid. You would think that there would have been a statement maybe from the government of Canada. And there hasn't been any of those things. So, you know, I think that the story of Nortel's collapse has been investigated by the police, who laid charges against many of their former executives for various accounting scandals. The very tragic collapse of Nortel led to a large number of people losing their jobs, particularly in the Ottawa region, losing their pensions as well. And many of those people subsequently, and luckily, didn't have to stay unemployed for too long. They were hired by other companies in Canada's ICT industry, including Huawei. Lorsque Nortel a fait faillite, évidemment, beaucoup de scientifiques et d'agents de recherche de Nortel se sont retrouvés sur le marché du travail et ça bénéficiait directement à Huawei. À titre d'exemple, le grand patron de la recherche et du développement pour Nortel était M. Wang Tong. Eh bien, M. Wang Tong a été immédiatement recruté par Huawei et avec lui a amené toute cette recherche et cette connaissance. Et d'ailleurs, fait très important à souligner, M. Wang Tong est à l'origine pour Huawei du développement du 5G. Alors, c'était quelqu'un d'extraordinairement intelligent avec des choses extraordinaires qui aurait pu bénéficier ici au Canada et qu'on a perdu à cause des mauvaises décisions et des bêtises qui ont été faites à l'époque. Quand je dis que Huawei est partout au Canada, ils sont vraiment partout au Canada.
j'ai vu qu'il y avait une compagnie, Ice Wireless, qui utilise l'équipement Huawei dans le Nord. Et là, on parle du Nunavut et du Nunavik. Là, on s'en va voir un représentant de la compagnie pour qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'ils font affaire avec l'entreprise Huawei. Mais dans le territoire d'Ice Wireless, on parle du Grand Nord, ce qui inclut le territoire du Yukon, le territoire du Nord-Ouest, le Nunavut et le Nunavik dans le nord du Québec, à Kuujjuaq, où est-ce qu'on est le fournisseur sans fil. C'est beaucoup plus difficile d'opérer là que dans le sud du Québec, par exemple. Mais c'est sûr que les équipements extérieurs, bon, ils ont à faire face au grand froid, au grand vent. Notre déploiement à Kuujjuaq a été très difficile. On a eu des problèmes au début. On avait essayé d'utiliser un équipementier qui était peut-être pas top niveau, là, quand les téléphones ne marchent pas tous les jours ou que ça marche, puis après ça arrête de marcher. Il y a eu une certaine frustration. On a réussi finalement à régler les problèmes. On a changé les équipements. Vous les avez remplacés par des équipements de quelle compagnie? On les a remplacés avec de l'équipement de la compagnie Huawei. Les premiers équipements Huawei qu'on a installés, je pense, c'était en 2013. Puis je dirais, à ce moment-là, les autres gros fournisseurs, il y avait peut-être moins de solutions pour les petits joueurs. On cherchait vraiment un équipementier de haut de gamme là, qui pourrait nous offrir de l'équipement stable. Huawei m'ont approché pour me demander si je ne donnerais pas un coup de main à aller ouvrir et développer le marché au Canada. Ils avaient un vide qui avait été créé avec Nortel et la faillite qu'ils ont vue. Huawei étant une compagnie qui veut maximiser ses profits, ils ont décidé quelle meilleure façon d'aller optimiser ça en allant profiter de ce vide-là. Et Huawei, ils ont participé à des appels d'offres d'à peu près tous les opérateurs de télécom au Canada, que ce soit Bell, TELUS, Rogers, Vidéotron, Cogeco, toute la gamme. Moi, quand je suis arrivé à Pékin, on savait que Huawei voulait accroître ses activités au Canada. Puis là, la question était, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut permettre et quels sont les risques qui viennent avec ça? Quand il y a un nouvel ambassadeur qui arrive en poste à Pékin, d'un pays occidental, sur lequel ils ont des visées commerciales, ils vous invitent à venir à leurs quartiers généraux à Shenzhen. Ils m'ont contacté, puis j'ai dit, écoutez, je viens d'arriver, je suis très occupé, puis je vous recontacterai pour quand je serai prêt à y aller. Puis, ils étaient persistants, puis ils revenaient à la charge et ils demandaient à me rencontrer. Puis là, moi, je tenais Ottawa au courant, puis j'essayais de savoir, je disais, éventuellement, je vais être obligé de les rencontrer, puis où en êtes-vous avec le développement de la politique? Puis la politique, c'était cette question-là. Quels sont les risques de permettre à nos compagnies de communication comme TELUS ou Bell d'utiliser de l'équipement de Huawei? Les problèmes de politique de Huawei au Canada, ça a commencé, je dirais, autour des années 2012-2014. Et à ce moment-là, le problème était vraiment clairement politique. Parce que Huawei, les problèmes qu'ils avaient, c'est avec les États-Unis. Mais là, les États-Unis, ils n'avaient même pas encore commencé à mettre de la pression sur leurs partenaires tels que le Canada de ne pas utiliser l'équipement de Huawei. Mais la pression venait plus politique. L'opposition, par exemple, je me souviens bien, à une des périodes de questions, un leader de l'opposition a demandé au gouvernement c'est quoi votre plan avec Huawei? Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Si vous n'avez pas de plan, il y a un problème. Huawei will be allowed to buy up key telecommunications assets here in Canada, despite the fact that the United States and Australia have blocked them from major telecom projects due to serious national security concerns. The United States and Australia are two of our closest allies, Mr. Speaker. They still see the risk. Why did the Prime Minister choose to ignore their warnings? En 2013, il y avait une organisation de charité qui aide les jeunes filles pauvres, particulièrement de la province de Gansu. Puis ils m'avaient demandé, seriez-vous prêt à offrir un prix, un dîner à la résidence officielle pour 10-12 personnes? Ça, je dis, ben oui, faisons ça. Puis les enchères commencent, puis je suis content, là, les prix montent, là, puis c'est rendu à 3 000 $, puis 4 000 $, puis il y a une table
dans le fond, il relance les enchères tout le temps. Puis j'ai dit, ah, c'est intéressant. Puis tout à coup, je me retourne puis je vois Huawei. Ça va être là que je me suis dit, mon chien est mort. Effectivement, c'est eux qui ont gagné la mise. Et donc, j'ai été obligé de les recevoir à la résidence officielle. Mais là, j'ai dit à Ottawa, j'ai dit, il faut qu'on complète notre politique. La décision qui a été prise à Ottawa, ça a été de dire, on va signer un protocole d'entente avec la compagnie pour leur dire, on va vous permettre de faire des affaires au Canada, mais avant que vous ayez la permission de déployer votre équipement, on va le tester. Qu'est-ce qui fracassait le gouvernement? C'est s'assurer que les communications à l'intérieur du Canada soient sécures et qu'ils peuvent soutenir leur opération. C'est que je ne voulais pas, qu'une tierce partie puisse espionner sur le contenu, et deux, qu'on ne pouvait pas interrompre l'opération des systèmes avec une clé magique qu'on fait tout tomber par terre. Fait que les fournisseurs se sont assis avec Huawei et sont revenus à une entente où tout le logiciel qui allait être utilisé dans les commutateurs au Canada, qui était utilisé par eux, allait être soumis à de l'évaluation par un évaluateur compétent, indépendant, troisième partie, qui n'était pas le gouvernement, qui n'était pas les fournisseurs, puis qui n'était pas Huawei. Ça a été vraiment le sens de l'embryon qui a formé le programme. Ils sont tournés du gouvernement. Est-ce que si on fait ça, ça devrait vous satisfaire? Le gouvernement a dit oui, avec quelques restrictions. On ne mettra pas des switches Huawei sur les bases militaires, on ne mettra pas de switch Huawei au Parlement, des endroits qu'on considère très sensibles. Mais le reste du marché, si vous faites ça, vous pouvez les acheter. C'est vraiment comme ça que le programme a parti. La crainte des experts en sécurité, c'est que les équipements de Huawei renferment des backdoors. Une backdoor, c'est une porte d'accès cachée dans le code informatique qui permet de contourner les mesures de sécurité en place et d'infiltrer le système à l'insu de son opérateur. Huawei a accepté de participer au programme du gouvernement d'inspection des logiciels, des équipements, pour une raison bien simple. C'est pour eux, ils voulaient avoir une bonne relation avec le gouvernement et ainsi pour ensuite être capable de déployer et vendre ces équipements au Canada. Est-ce que durant mon mandat, on a trouvé du code malveillant dans l'équipement de Huawei? La réponse est catégorique, c'est non. Si on en avait, il ne serait plus en opération dans le réseau canadien. On n'a jamais été en mesure de démontrer, selon Huawei, qu'ils ont été pris la main dans le sac à avoir ce que l'on appelle dans le jargon des backdoors ou des entrées clandestines dans leur technologie. Ce n'est pas dit que les services de renseignement ne savent pas où sont les backdoors, où sont ces fameuses entrées clandestines. La nature des services de renseignement, ce n'est pas de toujours dévoiler au grand jour ce que l'on sait pour être en mesure de pouvoir contrer son opposant lorsque l'opposant va tenter de pouvoir utiliser une stratégie ou une autre. There are cases in other countries where Huawei has been found to be spying in the U.S., in Poland, in other countries in Europe. In the African Union, a building that was built by Chinese infrastructure projects with Huawei's involvement to house the African Union organization. And it was found that the computers were downloading at night. Everything on every computer was being downloaded at night and sent to China. And then they opened up the walls and found all the walls were bugged. Et ça s'est avéré par une enquête du journal Le Monde en France. Ils ont démontré clairement qu'à chaque nuit, il y avait toujours beaucoup d'informations qui sortaient en direction de la Chine. Donc, vraiment, tout l'élément technologique chinois était à l'œuvre. Ils avaient à ce moment-là vendu le concept qui était clé en main pour être capable de tout faire pour eux. Mais en même temps, ils se repayaient avec l'information qu'ils étaient capables d'exfiltrer de l'autre côté. We were clear at the time that no Huawei gear was used for anything like that, so we've denied any association of that with us. And the African Union has done the same. They themselves have said that Huawei gear was not used in any sort of in anything related to sort of
data theft or what have you. And subsequent to those stories, we've actually entered into new agreements, new partnerships with the African Union, which is a sign of the trust that they continue to place in us. Ce qui est le plus important pour Huawei, c'est de faire de l'argent. Donc, toute décision prise tout le temps en recherche et développement, en dons corporatifs, en quoi que ce soit, c'est toujours c'est quoi le retour sur cet investissement-là. Puis c'est vraiment à peu près la seule chose qui compte. Huawei savait que s'il voulait faire des affaires, il fallait qu'il fasse preuve de transparence. Et je leur disais, il faut que vous soyez un bon citoyen corporatif. Il faut que vous soyez présent. Il faut que les Canadiens voient que vous créez de la richesse, que vous créez de l'emploi. C'est ça que j'ai dit. Soyez visibles, commanditez le tournoi de hockey Pee-Wee de la ville. La compagnie Huawei a très bien compris le message. Ils se sont mis à commanditer Hockey Night in Canada. Ils savent jouer la game. Puis la game, puis on ne prend pas le jeu, la game, c'est pas dans le mauvais sens. C'est que quand tu fonctionnes dans un environnement, il y a un set de règles. Puis si tu veux optimiser tes résultats, il faut que tu apprennes à jouer avec les résultats de la place. Ils se sont impliqués dans les hôpitaux. Ils ont fait des dons à des hôpitaux. Fait qu'ils apprennent qu'est-ce qui est notre système de valeurs, qu'ils l'acceptent fondamentalement dans leur cœur, je ne peux pas te dire. Mais est-ce qu'ils l'appliquent où ce qu'ils sont quand ils sont ici? Absolument. Ils ont été très habiles parce qu'ils ont engagé des firmes de lobbyistes et des firmes d'avocats conseils qui leur ont fourni des conseils très précieux sur quelle corde jouer pour développer des liens, pour améliorer leur image. Il y a énormément de liens entre le milieu politique, d'ex-politiciens, et l'entreprise chinoise Huawei. Par exemple, Jean Charest, qui m'a fourni des conseils stratégiques à Huawei. Joe Jordan, qui était conseiller de Jean Chrétien, qui, lui, fait du lobbying à Ottawa, cette fois, pour Huawei. Il y a des stratèges conservateurs aussi. On a Alikan Velshi, qui, lui, est vice-président aussi de Huawei, ici au pays. Et là, on ne parle pas de toutes les organisations comme le Conseil d'affaires Canada-Chine, fondé par Paul Desmarais-Père, par la famille Desmarais. On peut s'asseoir avec d'ex-politiciens. Donc, on peut s'asseoir à côté de Stockwell Day, on peut s'asseoir à côté de Martin Cochon, qui est un ex-ministre de la Justice. Souvent, c'est un jeu d'influence souterrain, pas secret, mais plus discret. Aujourd'hui, au moment où on se parle, la Chine a une très grande influence au Canada, tant à l'intérieur des gouvernements qu'à l'intérieur de certaines entreprises. On les retrouve aussi dans le milieu académique et son influence est omniprésente et continue. Et ça porte problème parce que souvent, on peut se poser la question, est-ce que ce sont les intérêts canadiens qui sont mis de l'avant par certains individus qui devraient nous protéger ou est-ce les intérêts de la Chine? Huawei reçoit énormément d'argent du fédéral pour faire de la recherche. Si on pense au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, on parle d'une enveloppe de plus de 30 millions ces 10 dernières années. Donc ça, c'est pour l'ensemble du Canada. Et là, au Québec, les chiffres les plus récents parlent d'une douzaine de millions ces 10 dernières années offerts aux grandes universités. Tête de liste, on a l'Université McGill, on a Polytechnique Montréal. On a des grandes institutions comme ça qui collaborent, qui travaillent avec le géant chinois. On s'en va voir un chercheur canadien d'origine chinoise. Lui, il a vraiment peur de nous rencontrer parce que si son identité est dévoilée, c'est sa famille en Chine qui risque de subir les persécutions du gouvernement. Huawei Canada is a very active research company in Canada. They often approach professors to apply for some grants from government. Huawei Canada may contribute $1, and then Canadian government will contribute $1 to the research. So at the end, the researchers will get $2, but 50% is actually contributed by the Canadian government. And at the end, the IP right may be owned by the Chinese companies. So that's the part that also makes me feel unfair because it's Canadian money on one hand, right? At the end, the product is not owned by Canadian.
La propriété intellectuelle, c'est le nerf de la guerre en ce moment. On est dans une guerre mondiale de talent, on est dans une guerre mondiale de savoir. J'ai demandé aux universités qui reçoivent le plus d'argent, donc l'Université McGill, Polytechnique Montréal, je leur ai demandé à qui appartient la propriété intellectuelle. J'ai fait une demande d'accès à l'information. J'ai obtenu des documents très longs. Mais malheureusement, toute la section concernant la propriété intellectuelle était caviardée. C'était noir, 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 noir. Donc, malheureusement, les contribuables québécois qui ont payé de leur poche, ce sont des fonds publics, ne pourront pas savoir si la propriété intellectuelle appartiendra aux institutions, donc en partie au public, ou à la multinationale. Huawei tried to recruit me a couple of years ago. So because of the research area I'm working on, it requires a large volume of data. Then this is the first question I ask, right? Where do we get the data? And Huawei just say, as long as you have a good idea, we will get any data for you. So this is a no-go for me because there's a privacy concern. I've been collaborating with many other companies. Whenever I want to get a small piece of personal information, I need to sign a stack of legal documents saying that how I handle that. But here we're talking about huge volume of data, and they don't seem to have a sense of data privacy. Huawei or any large private company or medium-sized company in China are not the same as the private companies in other countries. They are all directly controlled by the CCP, by the Chinese Communist Party. At every level of the organization of that company, there are always some representative from CCP. L'arrestation de Meng Wanzhou à Vancouver en décembre 2018 a eu l'effet d'une vraie bombe dans le dossier Huawei au Canada. Faut dire que Meng Wanzhou est non seulement la directrice financière de Huawei, mais aussi la fille de Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei. Meng Wanzhou a été arrêtée à la demande des Américains qui lui reprochent d'avoir utilisé des sociétés écrans pour vendre de l'équipement à l'Iran. We've been very clear that her arrest is an abusive process, right? We think that she's been caught up as a pawn in a broader trade fight between the U.S. And China. And so our view is that the charges against her are baseless. The accusations against her are without merit. And her arrest itself was a masterclass in how to violate someone's right. La réaction de la Chine à l'arrestation de Mme Wanzhou a été virulente. Environ 10 jours plus tard, 2 Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, ont été arrêtés. So I was in Shanghai when Michael Kovrig and then Michael Spavor were detained. I had made a habit on trips to China of taking photos of the inside of my luggage before I left my hotel room. And I came back one day just after they had been detained, and my suitcases had been searched. One was relocked, and the lock was just hanging on the suitcase. The next day, I went to a meeting with a Chinese national, and I mentioned that these Canadians had been detained. And he said, oh yes, China has a list of 100 Canadians that they can pick up and interrogate at any time. And I was shocked. You know, why would they treat their friends in Canada who have been helping them, not just people like me in government, but people in the private sector, people in universities? Why would they have a list of people they could detain for no reason at all? Les Chinois ont voulu nous envoyer un message très clair. Vous avez arrêté Mme Meng, on a arrêté un de vos anciens diplomates, puis une autre personne. Si vous voulez les revoir, vous retournez Mme Meng. Officially, China is saying that the detention of Michael Kovrig and Michael Spavor is completely unrelated to Meng Wanzhou. Behind closed doors, the Chinese government is giving very strong messages to the Canadian government that make it very clear that the cases are directly related. Saying, for example, no matter why you were arrested, you did it and you have to be punished. Saying that the press in Canada
is too strong anti-China, and the implication being that the Canadian government has to tone down the Canadian press, which of course is ludicrous. And from there, we also started to see our exports to China drop off. Canola, beef, pork, peas, soy, all kinds of products were being blocked. And again, that was punishment for the arrest of Meng Wanzhou, their corporate princess. Après avoir mis fin à l'importation de canola canadien en mars dernier, la Chine a menacé hier d'inspecter toutes les cargaisons de porc canadiens. Et là, ça fait très mal aux Québécois parce qu'une bonne partie du porc vient du Québec. Et ça crée une profonde crise chez les producteurs de porc québécois qui se voyaient du jour au lendemain au cœur d'une controverse qu'ils n'ont jamais vu venir, qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart. Les pertes qu'on a subies depuis un an, c'est l'équivalent de 20 à 25 $ du porc qu'on a été sous-payés. Donc, nous, on met en marché 40 000 porcs, donc c'est l'équivalent de pratiquement 1 million qui était 1 million de manque à gagner. Le marché était bouché, le marché était fermé. Ça leur fait mal encore. Comme si le dossier de Meng Wanzhou était pas assez compliqué comme ça, son arrestation est survenue au moment même où le Canada doit déterminer si oui ou non les compagnies de télécommunications pourront utiliser l'équipement Huawei dans le réseau 5G, le prochain réseau de téléphonie mobile. La 5G, ça va d'abord être des vitesses de téléchargement beaucoup plus rapides sur nos cellulaires. Mais la 5G, ça va aussi permettre de connecter un nombre phénoménal d'objets à Internet pour automatiser plusieurs aspects de nos vies. Si ça semble abstrait, c'est parce que la 5G, c'est un peu comme Internet au début des années 2000. Les experts promettaient que ça allait tout changer, mais c'était encore difficile de comprendre comment. Mais le problème de la 5G, c'est que c'est une technologie beaucoup plus complexe que la 3G et la 4G, et donc beaucoup plus complexe à surveiller. The 5G network will be the most important infrastructure in Canada for the next maybe 20, 30 years. On top of the 5G, there are many other new technologies like smart cities, smart banking, finance, health, will be built on top of this 5G network. Est-ce qu'on prend le risque aujourd'hui de leur permettre d'installer un réseau électronique à travers le pays? Parce qu'une fois installé, on a perdu la bataille. Si effectivement, il y a la capacité à l'intérieur du système Huawei de reprendre des informations, de les renvoyer en Chine, une fois qu'on est installé, c'est peine perdue. Canadians deserve to feel safe and secure when they use their smartphones. However, this government has refused to ban communist Chinese government-built technology from our 5G network. Now, the 5G rollout will bring faster speeds, but it will also bring less security unless the government listens to our allies and bans Huawei. Mr. Speaker, when will this government say no way to Huawei? Pour la 5G, en mon opinion, c'est purement politique à ce stage-ci. Avec l'immense pression des États-Unis, ils ont réussi quand même, les États-Unis, à convaincre l'Australie et d'autres pays à bannir Huawei dans le 5G, mais le Canada, aucune décision n'a été prise encore. How Canada chooses to deploy 5G is up to the government of Canada, right? Like, we consider ourselves a guest in all 170 countries in which we operate. But I think that, you know, when countries need to think about their 5G policy, they need to think through, do we want to have a large number of vendors that are competing with one another to drive prices down? And if you sort of exclude Huawei from the mix, you run into the risk of essentially monopolies that exist, which will drive people's cell phone bills higher. Le Canada est mal pris, là. On est entre l'arbre et l'écorce parce que Trump a mis beaucoup de pression pour qu'on empêche Huawei puis qu'on les jette à la porte. On empêche Huawei de jouer dans le 5G. Puis, d'autre part, ben, si on annonce une politique à cet égard-là, les Chinois nous ont prévenus, on n'a pas vu la fin des sanctions. Il va y avoir d'autres sanctions à l'endroit du Canada. En même temps, il faut reconnaître que la technologie 5G, c'est 100 fois plus compliqué à surveiller que la technologie 3G ou 4G. Puis, en même temps, les choses n'étaient pas statiques. Les choses changeaient en Chine. Puis, les choses ont beaucoup changé depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. When he came in, he took over not just the party, but government and the military. So now he has all three powers rested in one person. Jusqu'à ce moment-là, la politique de la Chine, c'était « Ne vous faites pas remarquer
construisez vos forces et attendez votre moment. Quand Xi Jinping a pris le pouvoir, il a dit « On a fini d'attendre, on est redevenu une grande puissance mondiale. La Chine a été une grande puissance pendant 5000 ans. Il est temps qu'on reprenne notre place. » Et puis, à partir de ce moment-là, on assistait à une Chine qui a été de plus en plus arrogante, assertive et agressive sur la scène internationale. Il entrevoit la Chine comme étant la première puissance mondiale dans une couple de décennies. Il entrevoit la Chine comme étant la première puissance régionale dès aujourd'hui. Et effectivement, il a poussé tous les instruments de l'État chinois à être un peu plus agressifs. Au niveau diplomatique, au niveau militaire, au niveau de l'espionnage, au niveau économique. I think the first thing that struck me was the militarization of the South China Sea Islands in 2015. Xi Jinping himself had personally promised President Obama that that would never happen, and within a year he was doing it. So to me, that suggests that you can't trust the word of the president of China. And frankly, this goes to the heart of the Canada-China problem. The question is, can we trust them? And frankly, as someone who was a friend of China for 41 years, I don't trust them anymore. Aujourd'hui, en 2021, on ne peut plus donner le bénéfice du doute à Huawei, ni le bénéfice du doute à la Chine. Pendant longtemps, on se disait, on va collaborer avec eux, ils vont se développer sur le plan économique, ils vont être exposés à notre démocratie. Par la force des choses, ça va forcer un changement en Chine. Ça ne s'est pas produit. Au contraire, Xi Jinping utilise la technologie pour renforcer les contrôles. We're now seeing a surveillance state being imposed in China, not just all the cameras that are literally everywhere, but through things like voice recognition, and where Uyghurs are being taken to their local police station to test their voice through recordings in different modulations so that the police will then be able to know who exactly is speaking on a telephone conversation. And that technology is in 1.2 billion cell phones in China and other parts of the world. No, we haven't filed patents related to using technology for ethnic discrimination. We've spoken out strongly against that, and we can't, and we wouldn't produce products that do that. Huawei operates in 170 countries around the world. I really only have line of sight into our activities in Canada. However, what appears to have happened in the case identified by the Washington Post was that cloud equipment that Huawei has sold was used by a third party to conduct testing that involves ethnic identification, right? That itself is inappropriate, and we've taken steps to ensure that even that can never happen again. 1 year ago, I gave a speech that talked about Uyghurs, Tibetans, and Hong Kongers. And then after I gave the speech, I received an email. So when you open the email, it's blank. There's nothing in there. I look at that email more carefully. I look into the code of that email, and that is actually an HTML page that linked to a PNG file. It's a single pixel image file. So you cannot actually see it. It only has one single pixel in. So that single pixel PNG file is linked to an IP address in China. And I took a closer look on that piece of code, and I find that actually there's a vulnerability. It is possible to hack into that type of smartphone. So I'm lucky that I'm not being hacked in that instant. La Chine n'hésite pas, lorsqu'elle veut quelque chose, de demander à ses anciens citoyens ou demander aux Chinois canadiens
Et s'ils ne le font pas, il existe des pressions en Chine sur la famille ou sur les amis. C'est l'ingérence étrangère. The general public should worry about Huawei and in general, worry about Chinese Communist Party. If the Canadians still do not wake up on this issue, Canadians may get some short-term benefits. For example, they may have selling more agricultural products, selling more natural resources to China. That will be a short-term benefit. But in long run, that will be a compromise in many other dimensions, including security, privacy, or freedom of speech. This is an example. Right? So as a Canadian, I worry about giving an interview. I have to cover my face. I need to stay anonymous. That's a certain level of interference already happening in Canada. The impact that Canada was massive. To lose Nortel was massive. Nortel in its heyday on the Toronto Stock Exchange represented 1/3 of the total valuation of the stocks, all the stocks traded that day. You lost all the jobs, you lost the industry for the most part. It's like stealing from the National Treasury of Canada. It's just terrible what's happened. Les agences de renseignement et de protection du pays ont agi et ont fait toutes les représentations qu'il se doit en matière de représenter la menace envers le Canada, dont le gouvernement chinois et Huawei. Le problème, c'est pas Huawei. Le problème, c'est les politiques de l'État chinois qui encouragent toute entité chinoise à faire de l'espionnage. It's important to ensure that we don't blame Chinese companies, Chinese people, Chinese civil society for the actions or activities that have been attributed to the government of China. You often see politicians from both countries talking about the win-win relationship. Well, I've learned that win-win means China wins twice. Il faudrait être très naïf de croire qu'un gouvernement qui officiellement s'oppose idéologiquement, économiquement et militairement à ce que certains pays occidentaux représentent, ben, ce serait assez naïf de croire qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir utiliser les technologies qui sont en place à leur fin éventuelle. Il faut essayer de changer ce comportement de voyou de la part de la Chine. Et la meilleure façon de faire ça, c'est si les pays amis se tiennent ensemble et réagissent. Je pense que la Chine va comprendre que sa politique de diviser pour régner ne fonctionne plus. People say that the Huawei phone has backdoor. Huawei phone does not have backdoor. The whole Huawei phone is a backdoor. So that is a big surprise to me when Canada telling the public that they consider Huawei to implement their 5G network. This is the backdoor for Canada.